Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde le jeu Mysterium. C'est un jeu qui a été publié par la compagnie Libellude en 2015 et qui nous vient des concepteurs Alexander Nevsky et Oleg Sidorenko. Le jeu se joue de 2 à 7 joueurs et dure très précisément 42 minutes si on se fie à l'indication sur la boîte. Le but du jeu est de faire une enquête et de trouver qui est le meurtrier qui a tué le fantôme. Dans les mécaniques de jeu, on va utiliser une mécanique de jeu coopérative. Tous les joueurs vont travailler ensemble. Un joueur va être un fantôme qui va donner des indices aux autres joueurs avec des cartes de vision. Et les autres joueurs seront des médiums qui auront à deviner qui sont leurs suspects avec dans le lieu du meurtre et l'arme du meurtre. Et à la fin de la partie, les médiums doivent déterminer qui est le vrai meurtrier parmi les suspects trouvés durant la partie. On trouve aussi une mécanique de gestion d'une main de carte pour le joueur qui sera le fantôme. Il va avoir des cartes de vision dans sa main. Il va décider, il donne les cartes vision à quel médium. Il peut décider aussi de défausser ses cartes et d'en reprendre des nouvelles un certain nombre de fois par partie selon la difficulté. On utilise aussi une mécanique de déduction. Tout le long de la partie, les médiums doivent deviner et interpréter les visions que le fantôme essaie de leur donner. Alors, ils doivent deviner qui est leur suspect, le lieu où il aurait fait le meurtre et avec quelle arme il aurait fait le meurtre. Tout d'abord, avant de faire une partie de Mysterium, on doit déterminer qui est le fantôme et qui sont les médiums. Le joueur qui sera le fantôme ne pourra pas parler durant la partie, ne pourra pas faire partie des discussions non plus. Par contre, c'est lui qui va donner les indices aux autres joueurs pour déterminer les différents suspects avec les lieux et les armes pour trouver le meurtrier à la fin. Les joueurs qui sont les médiums sont ceux qui vont deviner toutes ces choses-là. Une fois que c'est fait, on va déterminer le niveau de difficulté de la partie, si on veut une partie facile, moyenne ou difficile. Et on va regarder selon notre nombre de joueurs. On va dire qu'on va faire un exemple à 4 joueurs. Si je vais faire une partie moyenne, je vais mettre 6 cartes de personnages, de lieux et d'objets sur la table dans mon placement initial. Et mon fantôme aura le droit à 3 corbeaux durant la partie. Les joueurs qui sont les médiums vont se choisir un personnage, vont prendre l'enveloppe correspondante à ce personnage. C'est purement esthétique, il n'y a pas de pouvoir avec les personnages, c'est vraiment juste l'image et la couleur qui va changer. Ils vont prendre aussi le pion intuition de son personnage, la même couleur, et 4 jetons de clairvoyance. Il va y avoir 2 jetons avec un crochet et 2 jetons avec un X. On va prendre les jetons qui sont numérotés de 1 à 4. Qui sont de l'autre côté, en fait. Au début de la partie, il va avoir besoin des crochets, des X. À la fin de la partie, il va avoir besoin des chiffres de 1 à 4. On a beaucoup de choses à placer sur la table avant de débuter la partie. On a le plateau personnage avec les pions intuition des 3 joueurs. C'est l'endroit où ils vont débuter la partie. Ensuite, on va piocher un certain nombre de cartes selon la difficulté qu'on a choisi et le nombre de joueurs. On est une partie à 4 joueurs. On a décidé tantôt de faire une partie moyenne. Alors, on va piocher 6 cartes personnages qu'on va placer juste au-dessus du plateau personnage. Au-dessus, on va placer le plateau lieu. On va faire la même chose. On va piocher 6 cartes de lieu au hasard. Le plateau des armes. Et on va piocher 6 cartes d'armes. Alors, on a 6 cartes de personnages, 6 cartes de lieu et 6 cartes d'armes. Chacun des joueurs va être assigné à un suspect, un lieu et une arme par le fantôme. Le fantôme a un écran, il est le seul à connaître les différentes combinaisons des joueurs et ce sera son rôle de faire deviner aux différents joueurs leur combinaison de suspects, de lieux et d'armes. On a aussi le compteur de tours qui est représenté par l'horloge. On a donc 7 tours de jeu maximum pour déterminer qui est notre suspect, notre lieu de meurtre et notre arme. Et on a aussi l'endroit pour défausser les jetons clairvoyance quand les joueurs vont les avoir joués. Et on va les récupérer quand on va arriver au tour 4. On a l'icône de jetons de clairvoyance qui est ici. Alors les joueurs vont les reprendre, vont pouvoir les réutiliser pour le reste de la partie. Si on ne réussit pas à déterminer notre combinaison de cartes avant le tour 7, tout le monde perd la partie ensemble. C'est un jeu coopératif. On a aussi un sablier que le fantôme va utiliser. Une fois qu'il aura donné ses différentes visions dans un tour de jeu à chacun des médiums, il va tourner le sablier. Et c'est le temps que les médiums auront pour débattre et placer leur pion de clairvoyance sur une carte, ainsi que leur jeton de clairvoyance.
Au-dessus des armes, on a le plateau épilogue où les pions de clairvoyance seront placés quand ils auront trouvé leurs 3 cartes. Ensuite, on a la piste de clairvoyance. Les joueurs ont un marqueur de leur couleur. Ils commencent la partie à 0. Et quand ils vont jouer leur jeton clairvoyance, si leurs prédictions sont bonnes, ils vont avancer sur la piste. Et plus ils vont avancer sur la piste, plus ils auront droit de cartes de vision pour faire leur choix final sur l'identité du meurtrier à la fin de la partie. On voit aussi l'écran du fantôme. Le fantôme a un écran qui protège les informations qu'il connaît. On a aussi les 3 corbeaux qui sont perchés sur l'écran. Le fantôme pourra utiliser un corbeau en cours de partie pour défausser sa main de cartes vision et en piocher 7 nouvelles. Il peut faire ça 3 fois dans la partie, la difficulté moyenne. De son côté, le fantôme, de l'autre côté de son écran, va avoir des cartes qui correspondent aux personnages, aux lieux et aux armes. Et avec les chiffres, va sortir les mêmes cartes que les joueurs ont mis sur la table pour qu'il ait les mêmes 6 personnages, les 6 lieux et les 6 armes que les médiums. Va ensuite piocher au hasard une carte pour chacun des joueurs qu'il va placer dans les petites pochettes sur son écran pour former les combinaisons pour chacun des joueurs. Alors le joueur bleu aurait comme suspect le cuisinier dans l'église et qui aurait tué avec un vase. Il fait une combinaison pour chacun des joueurs et défausse le reste des cartes et ne les utilisera pas dans la partie. On a ici les différents jetons associés à chacun des médiums. Ça sert à rappeler au fantôme quand il a donné une vision à un joueur, il va tout simplement aller placer le jeton à côté sur son écran pour montrer qu'il a déjà donné une vision. C'est pas si utile que ça, mais il peut s'en servir là, si jamais il veut s'en souvenir. On a aussi les jetons coupables qui seront utilisés en fin de partie pour trouver le vrai meurtrier. Et il a sa pioche de cartes de vision. Il va se piger une main de 7 cartes. Alors les cartes vision sont des cartes avec des dessins qui ont quand même plusieurs éléments différents dessus. Et c'est avec ça qu'il va donner ses indices pour faire deviner aux différents médiums leurs suspects, leur lieu et leur arme. On a aussi les 3 corbeaux qui sont perchés en haut de l'écran. Quand le fantôme va décider d'utiliser un corbeau, il va l'enlever de l'écran, va défausser ses cartes vision et va en piocher 7 nouvelles. À ce moment-là, s'il trouve que ces cartes ne sont pas assez de bons indices pour faire deviner ce qu'il a à faire deviner aux différents joueurs. On est maintenant prêt à commencer la partie. La première portion de la partie est la phase de reconstruction des événements. C'est ce qui va durer maximum 7 tours selon l'horloge. C'est là que les médiums vont interpréter les visions du fantôme pour essayer de trouver leur suspect, leur lieu et l'arme qui aurait pu servir au meurtre du fantôme. Si on n'arrive pas à déterminer notre combinaison de 3 cartes avant la fin des 7 tours, tout le monde va perdre la partie. On ne réussira pas à identifier le meurtrier et à sauver notre ami le fantôme. C'est dans cette phase que le fantôme va regarder les visions qu'il a dans sa main et qu'il va décider d'envoyer des cartes à nos amis les médiums. Le fantôme peut envoyer une ou plusieurs cartes à chacun des médiums, comme bon lui semble, qu'est-ce qui va lui donner les meilleurs indices pour que le médium puisse identifier son personnage. Tout le monde commence avec son jeton sur le plateau de progression des personnages, alors les visions qu'on va recevoir au départ vont nous aider à trouver notre personnage. Ensuite, on va passer au prochain plateau, on va trouver notre lieu, et ensuite le 3e plateau pour trouver les armes. On le fait toujours dans cet ordre-là. Le fantôme décide alors d'envoyer cette vision pour le premier médium. On a plusieurs éléments sur les cartes. On a ici un gros chapeau, on a des ustensiles qui volent, on a une maison en arrière-plan, du brouillard, une espèce de petit insecte. Il y a plusieurs éléments sur une carte. Alors, il la donne au médium. Il n'a même pas besoin d'y parler, il lui donne la carte tout simplement. Et le médium commence à interpréter la vision. Le médium peut discuter avec les autres médiums à savoir qu'est-ce que veut dire cette vision. Est-ce que ça associe au magicien? Est-ce que ça associe à l'horlogeur, au cuisinier, l'institutrice, le chasseur, le facteur? Il regarde les éléments dans le dessin et essaie d'associer à un personnage. Il peut dire, il y a des ustensiles qui volent, moi je pense que c'est le cuisinier. Pour placer son pion intuition pour l'instant. C'est pas coulé dans le béton, il va pouvoir le déplacer tant autant que le sablier n'a pas terminé d'écouler le temps. Et là, le sablier n'est même pas retourné encore. Pendant ce temps-là, lui, le fantôme, continue de
de regarder ses cartes. Comme il a joué une carte, il va en piocher une nouvelle parce qu'il doit toujours avoir une main de 7 cartes. Si jamais il n'est pas satisfait de ses cartes, il peut décrocher un corbeau de son écran et aussi défausser sa main et piocher une nouvelle main de 7 cartes. Il peut faire ça 3 fois dans la partie à une difficulté moyenne. Il décide alors d'envoyer ces 2 cartes-là au deuxième médium, qui commence à discuter avec les autres. On a ici un oiseau, une espèce de bâtiment en briques, un ciel, une espèce de baleine en nuage. Sur l'autre, on a un pont avec un chariot, un fantôme cheval. On a quelqu'un qui pêche avec une canne à pêche. Le médium, à ce moment-là, se dit, bon, la pêche, la chasse, moi je pense que j'ai le chasseur. Il va placer son pion intuition sur le chasseur pour l'instant. Le dernier médium va recevoir cette vision. On a une espèce de rat qui joue aux échecs et commence à discuter avec ses amis. Bon, moi, je pense que le rat, le jeu d'échecs, ça représente l'éducation, apprendre un nouveau jeu. Je pense que j'ai l'institutrice. Place son pion. Intuition sur l'institutrice. Dès que le fantôme a donné la troisième vision, la vision au dernier médium, il va retourner le sablier. C'est le temps qu'il reste au médium pour discuter et changer leur pion intuition de carte. Tant qu'il y a du sable dans le sablier, on peut déplacer son jeton et on pourra aussi placer des jetons clairvoyance. Chaque joueur, on s'appelle a 4 jetons clairvoyance. On a des petits X et des petits crochets. Les jetons clairvoyance vont servir à parier sur les prédictions des autres joueurs. Alors, le joueur bleu pourrait prendre ses pions intuition et dire au joueur jaune, je pense moi aussi que tu as le cuisinier, je suis prêt à mettre un jeton clairvoyance. Et je pense pas que tu as le chasseur, toi, avec chasse et pêche, c'est vraiment loin comme lien, là. Ça n'a pas trop rapport. Donc, je pense que ta prédiction n'est pas bonne. Chacun des joueurs peut venir placer des pions intuition sur les cartes où il y a un pion d'un autre joueur. On ne peut pas placer un pion intuition sur notre propre prédiction. Alors, le joueur noir pourrait dire au joueur jaune, je pense pas que tu as le cuisinier, mais je pense que tu as l'institutrice. Et le joueur jaune pourrait décider de placer aussi des jetons intuition. On n'est pas obligé. On peut les garder pour les prochains tours. Par contre, si on regarde sur l'horloge, après le tour 3, quand on arrive au tour 4, on va regagner nos jetons intuition pour les réutiliser dans la deuxième moitié de la partie. Alors, les joueurs font ça, placent leurs jetons clairvoyance, peuvent bouger leur pion d'intuition tant qu'il reste du sable dans le sablier. Lorsque le sablier est écoulé, cette phase de jeu est terminée. On passe ensuite à la phase de manifestation du fantôme. C'est là que le fantôme va se manifester et dire aux différents médiums s'ils ont fait les bonnes prédictions. Le fantôme, si on veut garder l'ambiance, peut ne pas parler, peut se manifester en cognant sur la table ou peut tout simplement venir bouger les jetons pour indiquer si les joueurs ont fait les bonnes prédictions ou pas. Alors dans ce cas-ci, le fantôme pourrait prendre le pion intuition du joueur jaune et le ramener sur le plateau progression. Ça veut dire que le joueur jaune s'est trompé. Le joueur noir avait mis un jeton clairvoyance de négatif, ça veut dire qu'il a une bonne prédiction, alors il va avancer son marqueur sur la piste de clairvoyance en haut et les jetons sont défaussés et on peut les placer sur l'horloge quand ils sont défaussés. Par la suite, l'institutrice, ce n'est pas la bonne prédiction, le jeton est automatiquement défaussé et le chasseur fait la bonne prédiction. Alors le joueur jaune va avancer aussi sur la piste de clairvoyance. Ses jetons sont défaussés. Et à ce moment-là, le joueur va prendre le chasseur et va le placer dans sa pochette. Tout simplement. Et ensuite, on peut avancer l'horloge au tour 2. Et on continue comme ça jusqu'à ce que les joueurs arrivent tous en haut et tous trouver leur combinaison d'une arme, d'un lieu et d'un suspect avant la fin des 7 tours. On passe ensuite à la prochaine phase du jeu. Pour le fantôme, dans la phase de manifestation du fantôme, à chaque fois qu'il va déplacer le pion intuition d'un médium, peut reculer le jeton ici pour indiquer qu'il a fait ce médium-là. Ensuite, le deuxième et le troisième. Et quand le médium a réussi à trouver une de ses cartes, peut la prendre
et la tourner dans sa pochette tout simplement pour montrer que ce joueur a trouvé son personnage, qu'il est rendu à déterminer son lieu. Alors c'est plus facile pour le fantôme que de regarder là, sur la table où les joueurs sont rendus. Il le voit automatiquement sur son écran. On passe maintenant à la deuxième portion de la partie, qui est la partie révélation du coupable. C'est là que les médiums vont essayer de déterminer quelle des 4 combinaisons suivantes est le coupable qui a tué notre ami le fantôme pour qu'il puisse enfin reposer en paix. Ce qu'on va faire, c'est que chaque médium va enlever de son enveloppe ces 3 cartes et va les placer sur la table pour faire 3 combinaisons. Et on va prendre les cartes restantes qui étaient sur la table et faire une 4e combinaison. Le fantôme va ensuite placer ses jetons ici pour numéroter les 4 combinaisons. Les médiums vont reprendre leurs jetons de clairvoyance qu'ils vont utiliser pour faire un vote secret sur une des 4 combinaisons. On va voter en plaçant un jeton secrètement dans leur enveloppe sans le montrer aux autres joueurs. Les médiums ne peuvent pas se consulter pendant la vision finale, donc chacun va y aller selon ce qu'il pense qui est le coupable. Ce qui est important, c'est la piste de clairvoyance dans cette phase de la partie. Plus on est loin sur la piste de clairvoyance, plus on va avoir le droit de voir des cartes dans la vision finale. Pour la vision finale, le fantôme va regarder les cartes qu'il a en main et va choisir 3 cartes qu'il va envoyer comme vision à tout le monde. Par contre, on ne pourra pas avoir accès à ces 3 cartes-là que seulement si on est sur la piste de clairvoyance à 7 et plus. Si on est 5 ou 6, on peut regarder 2 cartes. Et si on est en bas de 5, on a seulement le droit à une carte pour faire notre prédiction finale. Le fantôme regarde ses cartes, va choisir une combinaison, va venir placer le jeton coupable ici avec le numéro du coupable caché. Et là, on est prêt à envoyer la vision finale. Le fantôme va regarder ses cartes, choisir 3 cartes, va les montrer cachées aux joueurs. On va les mélanger. Le fantôme a envoyé une carte qui représente un personnage, une carte qui représente un lieu et une carte qui représente l'arme. On peut les placer sur la table comme ceci. Et là, on commence la phase de prédiction du coupable. On y va avec le joueur qui a le moins de cartes, qui est le joueur noir, qui est seulement à 3 sur la piste de clairvoyance. Alors, on va lui tourner la première carte au hasard. Il doit faire sa prédiction cachée avec un de ses 4 jetons clairvoyance. Alors, un chevalier, un sablier. Il y a un chevalier dans la bibliothèque, c'est peut-être ça qu'il voulait me dire. Donc, je vais choisir la combinaison 1. On va prendre son jeton 1, on va le mettre caché dans son enveloppe. Le joueur jaune, lui, est à 5 sur la piste de clairvoyance. Il a le droit à 2 cartes. Alors, encore un chevalier. Ça fait du sens. Il y a 2 chevaliers. Il y en a peut-être un qui a rapport avec la bibliothèque. L'institutrice raconter des histoires. Ça ressemble à un conte un peu avec la tour, la princesse. Je vais y aller avec la combinaison 1. Donc, le joueur jaune va placer son jeton 1 dans son enveloppe sans montrer ses jetons aux autres joueurs. Ensuite, le dernier joueur, qui est le joueur bleu, lui, avait le droit aux 3 cartes. Donc, un fromage avec un rat. Je vais y aller, moi. L'église, des chevaliers avec l'église. Ouais, ok. Le vase ici, c'est un objet fragile avec le sablier. Donc, moi, je pense que je vais y aller avec la combinaison 2. Il met le jeton 2 dans son enveloppe. Par la suite, les 3 joueurs vont révéler leur jeton de coupable. Donc, on a 2 joueurs qui ont voté pour la combinaison 1, un joueur qui a voté pour la combinaison 2. C'est la majorité qui va l'emporter. Si jamais on a une partie avec un nombre de médiums pair et qu'on a une égalité, le joueur qui est le plus loin sur la piste de clairvoyance, c'est celui qui coupe l'égalité. C'est son choix qui va gagner l'égalité. Et là, on va révéler le jeton coupable. Et c'était la combinaison 2. Alors, on avait un seul joueur qui a voté pour la combinaison 2. La majorité avait voté pour la combinaison 1. Ça veut dire qu'on a perdu la partie tous ensemble. On n'a pas réussi à trouver le coupable. Notre ami le fantôme ne pourra pas reposer en paix et va continuer à hanter le manoir. C'est vraiment triste. Alors là, si on veut se débarrasser de lui, on peut y aller pour le plan B. Attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Mysterium. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Ce que je pense du jeu Mysterium, si on regarde les composantes, premièrement, que ce soit les cartes de vision, les petits plateaux en carton, les
pion intuition, toutes les différentes choses, l'horloge pour compter les tours, qui est vraiment cool comme composante, le sablier. Tout est vraiment de très bonne qualité. Tout l'ensemble du jeu est une production là, qui est exceptionnelle au niveau de la qualité des composantes et au niveau aussi artistique. Les dessins des cartes, personnages, les lieux, wow! Vraiment, là, probablement les plus beaux dessins que j'ai vus dans un jeu de société là, depuis que je suis dans le hobby. La qualité est exceptionnelle, les détails, tous les petits éléments différents qu'on retrouve, c'est vraiment le fun parce que des fois le fantôme va nous donner une carte, puis là on focus sur un élément qui est dans la carte, puis dans le fond, le fantôme, lui, il a pris cette carte-là qui me l'a donnée parce qu'il y avait un autre élément qui était un petit peu secondaire dans la carte, puis lui, c'est le lien qu'il a fait avec cette carte-là. Fait que des fois, c'est vraiment drôle quand on joue le fantôme, puis on entend les discussions des autres joueurs qui se disent « Ok, il m'a donné cette carte-là, ça veut dire que j'ai telle affaire, puis le fantôme, t'es là. Là, faut pas que tu fasses aucune expression, que tu fasses aucun commentaire, puis tu regardes ton poker face, puis là, t'es comme, dans ta tête, t'es comme, ben voyons donc, là, c'est pas le lien que j'ai fait. C'est vraiment ça qui est le fun dans le jeu. C'est pas un jeu qui a de la grosse stratégie, c'est pas un jeu qui est compliqué. Par contre, c'est un jeu qui est le fun. Puis je pense que des fois, on oublie un peu ça, mais le but d'un jeu de société, c'est d'avoir du fun en premier lieu. Alors, je pense que c'est bien réussi dans le jeu Mysterium. Le nombre de joueurs, le jeu se joue de 2 à 7. C'est définitivement plus le fun quand vous êtes 4 et plus. Si vous êtes en bas de 4, c'est qu'il y a 1 ou 2 médiums seulement. À ce moment-là, vous ne jouez pas avec les jetons de clairvoyance. Vous enlevez toute cette partie-là du jeu, le fait de pouvoir parier sur les prédictions des autres joueurs, ce qui est le fun. Parce qu'on peut avoir des discussions, mais au final, c'est le joueur qui va décider où il place son jeton d'intuition selon ce que lui, il pense. Alors que toi, quand tu as les jetons clairvoyance, ben, tu te dis, ben non, moi je pense que tu as ça, alors je pense que tu t'es trompé. Puis ça te donne de quoi dans le jeu aussi de le faire, d'avoir ces prédictions-là. Puis qu'il faut avancer sur la piste de clairvoyance pour avoir accès aux 3 cartes à la fin. On a vu comme dans l'exemple que c'est assez crucial d'avoir les 3 cartes à la fin. C'est beaucoup plus simple de faire la prédiction à ce moment-là. Des fois, ça porte à confusion d'avoir 1 ou 2 cartes, comme on a vu dans l'exemple de jeu que j'ai fait tantôt. Alors, cette partie-là de jeu est vraiment le fun aussi. Alors, elle apparaît seulement à partir de 4 joueurs. Alors, pour moi, là, c'est le plus fun à 4 joueurs. Si on compare ce jeu-là, vous allez dire, les cartes de vision, ben, ça ressemble étrangement à quelque chose que j'ai vu dans le jeu Dixit. Effectivement, c'est un peu le même principe, des dessins un petit peu abstraits qui veulent pas rien dire, qui sont des visions avec différents éléments qu'on retrouve dedans. Et l'autre partie du jeu, toute l'enquête, le meurtre mystère, qu'on essaie de trouver le coupable, le lieu, l'arme du crime, ben, ça ressemble étrangement au vieux classique Clou. Alors, c'est comme si on avait pris Dixit, mélangé avec Clou, on a mis ça jeu coop et ça donne Mysterium. Vraiment un bon résultat. Mon appréciation du jeu Mysterium, je vais lui donner la lettre A. Un excellent jeu qui est vraiment le fun, qui est très 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 beau. L'art est vraiment wow. C'est vraiment quelque chose qui arrive au-dessus de tous les autres jeux. Et c'est simple, c'est accessible. Tu peux emmener ce jeu-là à n'importe qui. Tu peux l'emmener dans ta famille, puis vous allez avoir du fun à jouer à ça. Ça joue aussi très rapidement. Une fois qu'on sait jouer, c'est quasiment plus long de placer le jeu que de jouer une partie. Alors, pour toutes ces raisons, une lettre de A, un excellent jeu. Je vous le recommande fortement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.